dans cet épisode de la Quinterview. C'est vrai que moi j'ai la chance, entre guillemets, de pouvoir être autonome et avoir des béquilles, etc., qui fait que je peux descendre les escaliers, monter sur scène, etc. Et j'ai mis du temps à comprendre aussi que quand on book aussi mon handicap. Forcément, tu dois adapter ton show à moi, en fait. La Quinterview. Hello à tous et bienvenue dans la Quinterview. La Quinterview, qu'est-ce que c'est ? C'est un podcast d'interview libre, ouverte et inclusive qui vous ouvre les portes du monde merveilleux des artistes queer. Drag queen, drag king, drag queer, club kid, créature, plus l'infini et au-delà. Tiens d'ailleurs, créature, ça me dit quelque chose. Ici, on parle de vie de drag, de vie out of drag, de construction artistique, de processus créatif. Je suis toujours et la curiosité est mon plus beau défaut. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode de la Quinterview, j'ai décidé d'inviter une artiste engagée qui a construit son drag en partie grâce à ses talents d'illustratrice. Un regard intrigant, des performances poétiques, elle se bat pour invalider le validisme. Le validisme, qu'est-ce que c'est ? On y reviendra plus longuement dans l'épisode. Aujourd'hui, elle est sans son fameux chapeau, le champignon. Bienvenue pour ta Quinterview, créature. Bonjour, merci de m'inviter. Avec plaisir. Ça va, j'ai pas trop dit de bêtises pendant l'intro, Non, tout va bien ? Ça va. Ça va, oui, ou ça va, non, il y a eu des bêtises. C'est bien. Non. Alors, tout va bien. Il n'y a bien. pas de problème. Est-ce que tu es prêt ou prête pour ta Quinterview ? D'ailleurs, Oui. Quels sont tes pronoms ? Elle. Trop bien, on y va. Dans un premier temps, avant de parler avec Créature, je vais parler avec Léana. De quelle manière t'as grandi et quelle est un peu, on va dire, ton histoire ? Ouais, on va partir de la base des bases. Pour ceux et celles qui ne te connaissent pas, et partons de la naissance. Ok. Alors, je suis née... Non, je rigole. Parce que... Faux départ. Je suis morte. En plus, c'est vrai. C'est vrai. Je suis née morte, donc c'est un faux départ dans la vie. Donc, je suis née avec un accident de naissance qui fait que ça a causé des lésions cérébrales et des problèmes de motricité ensuite. Mais ça, mes parents l'ont découvert plus tard parce que l'hôpital a caché ce problème-là, vu que c'était en partie de leur faute. Et, enfin, même leur faute entière. Donc, mes parents, ils sont rentrés avec moi, comme ça, chez eux, tout contents. On avait sauvé leur enfant, quand même. Et en fait, au bout de quelques mois, ils ont vu que j'arrivais pas à tenir assise, j'avais pas d'équilibre. Et puis, je commençais vraiment je mettais vraiment du temps à marcher, j'étais tout le temps à quatre pattes, etc. Donc, ils m'ont emmenée voir un neurologue, j'imagine. Du coup, on m'a détecté, on va dire, des lésions cérébrales. Il n'y a pas vraiment de pathologie. Enfin, si, il y a un nom de pathologie qui est hyper long. En vrai, c'est un peu stylé, mais je le retiens jamais. Oh non. Attends, c'est un peu dommage. Mais je crois que c'est un truc genre en mode neurospastie, je sais pas quoi, là. Bah ouais, je crois que c'est ça. Et donc, voilà, qui n'est pas une pathologie. Donc, parce que j'ai entendu beaucoup de fois des gens me dire « Ah, mais je sais ce que t'as, il y a mon cousin qui a la même chose. » Non, girl, non, ce n'est pas possible. Donc voilà. Donc, en gros, pour essayer de simplifier, pour essayer de comprendre, c'est que il y a certains liens entre ton cerveau et ton corps qui ne se sont pas faits quand t'étais petite. Ouais, c'est ça. En gros, c'est des liens qui ont été rompus, des liaisons. Et ce qui a causé, du coup, oui, des malformations. Enfin, c'est même pas des malformations, mais si, peut-être... En fait, c'est juste mon cerveau qui donne pas les bonnes informations à certains muscles de mon corps. Et du coup, ça tire pas dans le bon sens, comme on va dire. C'est pour ça que j'ai beaucoup de raideur, etc. Et ça, à force d'avoir beaucoup de raideur, ça a mal formé mon corps. Et j'avais du coup des malformations osseuses. Je marchais vraiment en sablier. Enfin, c'est vraiment comme on peut s'imaginer un sablier. J'ai mes hanches et j'avais mes genoux qui se touchaient. Et après, j'avais mes pieds qui repartaient de part et d'autre. Et je marchais sur la pointe des pieds. Alors, j'ai vu ma best vie. Hein. Par contre, on peut vraiment penser que c'était horrible, etc. Mais moi, j'ai grandi comme ça. Et donc, j'avais jamais eu de problème, on va dire. Ça a toujours été normal pour moi vu que j'ai pas eu d'accident, en tout cas que j'avais conscientisé, quoi. Il n'y a pas eu d'avant et d'après dans ta tête ou dans ta vie, quoi. Ouais, j'avais beaucoup de kinés, j'ai commencé à avoir des attelles très jeune, donc je crois à 12 mois j'avais des attelles, des bébés attelles. Ok. Et après, j'ai commencé à marcher beaucoup plus tard,
je crois vers 2-3 ans, si je dis pas de bêtises. J'avais plusieurs éléments pour m'aider. J'ai eu un déambulateur que tu pousses d'abord. Vraiment le truc des vieux, tu vois. Où t'as un petit coussin. T'avais un petit panier. Oui. Ah, sympa. J'avais un petit panier que ma grand-mère, qui est couturière, m'avait cousu. Oh, trop mignon. Trop mignon. Qui s'attachait. Et en plus, du coup, elle m'en avait fait plein. Et je pouvais les attacher au milieu et je mettais mes trucs dedans. Il était rouge. Okay. Et j'avais collé un sticker de la Ferrari dessus. Et je disais que c'était ma Ferrari. Mais en vrai, parce que quand j'étais petite, on me disait toujours, ouais, Léana, elle est calme, elle est réservée, etc. Non, c'est juste que j'aimais bien être tranquille, mais aussi, en vrai, j'étais quand même assez casse-cou. Hein. Je m'empêchais pas de courir de ouf ou dévaler les pentes avec mes trucs. Ah ouais. Bah ouais. Bah comme un enfant, quoi. Normal. Bien. Donc, ouais, c'était... Après, j'ai eu un déambulateur que tu tires. Okay. Donc, c'est comme une sorte de cage que tu as autour de toi. Et tu t'accompagnes avec en marchant, quoi. Mais du coup, ça, c'est trop bien parce que tu peux t'asseoir dessus dans les pentes. Et du coup, c'est ce que je faisais tout le temps. Mais c'est un peu comme pour les enfants, la turbulette ou un truc Exactement, comme ça. Ouais, ouais, un peu comme ça, ouais. Et j'ai eu un fauteuil aussi. Mais ça, c'était pour les longs trajets ou quand j'avais la flemme. Et ensuite, des cannes. Comment, toi, tu as grandi en vivant avec, on va dire, toutes ces expériences-là déjà étant petite? Est-ce que tu te rendais compte de la différence avec les autres? Et à quel moment, vraiment, tu t'es rendu compte en disant « Ah oui, tiens, bon, bah, il y a quelque chose qui n'est pas pareil que tout le monde. Je peux pas peut-être faire tout comme tout le monde. » Il y a quand même un côté auquel tu ne prends pas conscience parce que, bah, comme j'ai dit, je suis née avec. Donc, pour moi, c'était mon corps, etc. Et puis mes parents, ils ont toujours fait en sorte de me traiter normalement, on va dire, mais équitablement. C'est-à-dire que à la fois, ils me laissaient me débrouiller quand ils jugeaient que je pouvais le faire, et à la fois, ils m'aidaient quand ils jugeaient que je pouvais pas le faire. Et du coup, ça m'a vraiment aidée à être ni trop en demande et à me dire et à pas avoir confiance en moi, et inversement. Et aussi, ils ont fait beaucoup barrage aussi parce que il fallait... du coup, quand j'ai grandi à Cachan, mais toutes mes écoles étaient dans des villes alentours parce que les écoles n'étaient pas accessibles. Et je me souviens qu'à chaque fois que je devais changer de niveau scolaire, ma mère et mon père entreprenaient de visiter toutes les écoles aux alentours pour voir si c'était accessible. Et du coup, forcément, tu as des remarques... des directeurs d'établissements qui veulent pas faire d'efforts ou qui te disent que c'est toi le problème, etc. Donc j'en entendais parler vaguement, mais j'y faisais pas trop attention. Enfin, quand t'es enfant ou quoi, t'as ta vie. Quand t'as un suivi médical depuis tes 3 mois, en fait forcément que tu prends conscience que t'es différent, que ton corps est différent, que c'est pas normal aussi. Parce qu'on veut vraiment te rétablir. Moi, j'ai eu beaucoup de... Comment dire, pas de chirurgie, mais tu sais, d'infiltration. Donc, c'est des injections qu'on mettait dans mes muscles qui faisaient ultra mal. C'était du Botox. Donc, moi, je suis une housewife avant l'heure parce que j'ai du Botox dans mes muscles. C'est moi la clinique des Champs-Élysées. Ah ouais, t'as commencé jeune et tout, bah c'est bien. Ouais, attends, au moins comme ça, on est carré. Non, mais en fait, mettre du Botox, ça s'appelle de la toxine botulique. Et en fait, d'ailleurs, ça se dissout quand ça se met dans le muscle, mais ça permet de rendre le muscle malléable et un peu de l'endormir. Et en fait, du coup, on m'injectait ça. Ça fait ultra mal, vraiment, le mec dans les muscles. En général, on met sous la peau ou quoi, c'est pas des muscles, donc ça va. Mais le mettre dans les muscles, vraiment, ça brûle. C'était horrible et j'en avais quand même un bon nombre à faire. Et ensuite de ça, on me plâtrait la jambe dans une position pour tirer mes muscles. Donc, c'était souvent en dessous du genou et après, on relevait mon pied pour que ça tire le mollet. Et en fait, après, je devais marcher avec. Ok. On me disait, marche avec le plâtre. C'est pas agréable? Tant pis, tu fais quand même. Donc, en gros, on t'injectait cette substance-là pour gagner en élasticité, pour essayer, en fait, de remettre les membres, etc., dans un certain sens. Voilà. Okay. D'étirer mon muscle pour, en fait, après, je puisse poser mon talon
par terre. Parce que du coup, je marchais sur la pointe des pieds parce que le muscle qui est censé être détendu pour poser ton talon, il était trop court, il était trop raide et du coup, c'était impossible. Et du coup, tiens, d'ailleurs, j'avais une question. Quand on parle de ça, est-ce que toi, tu appelles ça un handicap ? Quel est le mot que tu mets, toi, dessus ? Histoire que ce soit OK pour en parler de la meilleure des façons. Moi, j'ai toujours dit un handicap. Après, et pendant longtemps, j'ai eu du mal avec le mot de être handicapé. Mais on reviendra dessus. Mais ouais, du coup, un handicap, ça me paraît bien. Ou être atteint d'un handicap. Ouais. OK. Oui, parce que pour moi, c'est deux choses... Personnellement, c'est deux choses différentes. Avoir un handicap et être handicapé. Oui. Ça n'a pas la même connotation. Non. Avoir un handicap, on peut avoir des handicaps de plein de manières différentes. Oui, bien sûr. On peut être handicapé des mathématiques, par exemple. Grave. Vraiment très très nul. Oui, voilà, c'est un handicap. Oui. C'est pas notre atout. Comment ça s'est passé avec tes parents parce que tu disais voilà, moi je te casse-cou. Ils ont normalisé un peu tout ton processus scolaire. En fait, est-ce que t'as pas été mis dans des écoles pour handicapés entre guillemets ? C'est bien ça ? Alors non, pas du tout. Mes parents étaient vraiment contre ça. D'ailleurs, en primaire, dans mon école, il y avait une classe, ça s'appelait la CLIS, où c'est vraiment... on met tous les gens qui sont problématiques, entre guillemets, tous les dégénérés, entre guillemets, encore une fois. En fait, c'est un drag show. Ouais, littéralement. La CLIS, c'est la... je vais faire un drag show, ça s'appelait la CLIS. Non, je rigole. En fait, c'est ça. La CLIS, c'est les drag shows. Clairement. Exactement, parce que vraiment, il y avait des gens de tout âge, de tout niveau différent. Ça n'a aucun sens. Et même de tout handicap différent. Il y avait des gens en fauteuil électrique, des personnes qui avaient juste, qui étaient juste dyslexiques ou quoi. On les mettait juste tous au même endroit en mode « Ah, le problème, on l'annule. On le voit pas, on l'annule. » Et du coup, mes parents, ils se sont battus pour pas que j'y aille. Et ils étaient vraiment contre ça. Et ça m'a permis d'apprendre dans, on va dire, comme tout le monde, quoi, normalement, avec mes difficultés, avec mes forces. T'as beaucoup d'humour, t'as beaucoup de second degré, tu fais beaucoup de blagues là-dessus. D'où ça te vient ? Ça, vraiment, je pense que ça vient de mon père, parce que il m'a jamais... il m'a toujours shadé. Vraiment, le shade, c'est lui. L'ombrage, le shade. Le shade. T'as toujours fait des vannes, quoi. Voilà, exactement. Et c'était le premier à se foutre de ma gueule sur mon handicap. Mais dans le truc, quoi. Et du coup, moi, c'est vrai que ça, c'est quand même un énorme élément dans ma vie pour dédramatiser le truc. Et j'adore faire des blagues ultra limites sur mon handicap parce que les gens sont toujours... ils savent pas s'ils doivent rire ou pas. Et ils sont toujours hyper gênés ou offusqués, du genre oh, « mais elle ose faire ce genre de blague ?» Et oui, j'ose. et du coup, c'est vraiment mon père. Ça m'a permis aussi de rebondir dessus, d'avoir beaucoup de réparties et tout. Et c'était le premier, il m'appelait Robocop, enfin, genre... C'était du genre, on voyait... je me souviens, un jour, on a vu une petite fille avec des cheveux bouclés blonds, parce que je suis blonde, même si là, ça se voit pas, avec des cheveux bouclés. Et je me souviens qu'on la voyait, elle était habillée tout en rose et tout. Et j'étais là, oh, regarde, on dirait moi et tout, quand j'étais petite. Et elle était là, ouais, sauf qu'elle, elle sait courir. Voilà les mecs de mon daron. Ah oui, il est intense, ton père. Ouais, mais franchement, moi, je le prends même pas mal. Je suis là en mode, bien joué. J'imagine que c'est bien et que ça doit faire du bien, en fait, de grandir comme exactement, ça, sans dramatiser et sans rajouter du problème au problème. Et ça contrebalance vraiment avec toute la partie... le monde extérieur, les gens, la vision que les gens ont sur mon corps, qui est très dramatique, très pitoyable, misérabiliste, etc. Donc c'est cool d'avoir un truc qui contrebalance et qui soit là en mode vas-y, en vrai c'est rien, tu fais ta vie, voilà quoi, comme tout le monde, tu vois. Et après, je sais pas, en grandissant, tu t'es fait un peu des potes. Franchement, ouais, j'ai jamais eu de problème à me faire des amis quand j'étais petite, en tout cas. Mes amis, ils oubliaient tout le temps que j'ai un handicap. Tu vois, il y a un truc où je le transparais jamais, c'est jamais un problème. Je donne ma béquille à un pote pour descendre les escaliers, ils sont là, ils partent. Et je suis là, ma belle, n'hésite pas à revenir, sinon je reste ici jusqu'à la fin. Ils sont là, ah oui, mince, c'est vrai, pardon. Mais en fait, tu vois, tout le monde oublie que j'ai un handicap.
Mais c'est ok, hein, c'est pas... Bah, c'est bien. Oui, je sais pas, enfin, Je il y sais a pas. pas de... Je pense que c'est neutre, il y a pas à dire que c'est bien Ouais. ou pas bien, enfin, c'est bien d'avoir un handicap aussi, tu vois, Oui. c'est bien de... En fait, s'en bat oui, steak. c'est une normalité. Ouais, voilà, c'est ma normalité. Ouais, exactement. Waouh. Waouh. Pourrait être une chanson de Damel Bent, ma normalité. Exactement. Est-ce que tu avais des hobbies? Bah, j'ai toujours une fibre artistique, on va dire. Je suis née, je savais déjà dessiner. Non, je rigole, je dirais jamais Est-ce que ça. tu dirais que tu dessinais dans le ventre de ta mère? Oui. Ok, super. Mince. Tu me l'as fait dire. C'est... C'est vraiment des trajets de vie. Il y a cuisiner aussi, tu sais, dans Top Chef et tout, ils aiment bien dire ah, mais moi je cuisine tout le temps, je respire, je cuisine. Putain, il y avait une joke comme Ah ça. ouais? Ouais, Master Chef. Ok. Il y avait un mec qui disait je respire la cuisine, je dors la cuisine, je. J'étais Ok. là, ok, mec. Donc alors toi, tu dormais handicap, tu respirais handicap, tu mangeais handicap. Bah, du coup, ouais, parce que ça s'enlève pas. Non, je le pose comme ça. Oh, flemme. Ouais, pas aujourd'hui. Oh, aujourd'hui, j'ai la Non, merci. flemme. Viens, je l'enlève. En vrai, ça, c'est une dinguerie. Tu sais, je rêve souvent que je cours et tout. Bref. Ah ouais. On dirait que là, c'est le moment où les gens pleurent. Mais en vrai, non, ça va, je le vis bien. genre. Ah mais tu fais des rêves du coup. Ouais. C'est trop bizarre. Mais en fait, dans ma perception de moi, j'ai vraiment, enfin, pour moi, c'est comme toi. Quand tu marches, j'ai pas d'autres rapports, j'ai pas de comparaison, tu vois. Donc en fait, dans ma tête, mon cerveau, il pense, enfin, que c'est possible, tu vois, de Bah courir. Parce que je l'imagine de ouf, mais je peux pas le faire. Mais je l'imagine. Et c'est le genre de rêve dont tu te souviens du coup. Ouais, mais même, tu sais, quand tu te fais poursuivre par un serial killer, Ouais. ça m'arrive souvent. Ok. Bah, je cours. Bah, je cours vite. bah tant mieux. Hein. Bah ouais, mais alors que dans la vraie vie, vraiment, ça serait fini pour moi. Ciao, ciao. Ouais, mais tiens, un bon coup de béquille. Bisous, ma belle. Ouais, franchement. Et bim. Mais de toute façon, dans les films d'horreur, c'est toujours les personnes racisées et les handicapés, les minorités qui dégagent en première, tu vois. Donc moi, c'est fini. Hein. Ouais. Sauf si je suis un gros cerveau et je suis en mode professeur dans la Casa des Papel, tu vois. Le mec qui fait... Non, mais les refs. Le mec qui a pas besoin de courir pour... Ah ouais. Mais tu peux pas électrifier ta béquille? Tu mets un taser dedans? J'avoue. Oh, ça serait hyper stylé. Ouais, mais faudrait pas que tu t'auto-tases. Ouais. Parce que là, vraiment... Ou alors tu mets une lame dedans et après tu l'enlèves. Schlac. Ouais. Ah oui, Bah- oui, bien sûr. Bah, les gens qui ont des cannes, ils ont des fleurets à l'intérieur. Ou alors un fusil, comme dans avec ma perf avec Dommage quand je la tue. Hmm. Avec ma béquille. Parce qu'il y avait un fusil dedans. Il y avait un fusil dedans? Eh ouais. Oh là 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 là. Putain, la technologie. Cessons la digression. Oui, pardon. Alors, on était sur les hobbies en dehors du handicap. Voilà. Mais toi, tu cherches aussi. Alors, bah, j'ai toujours aimé dessiner, du coup. Je me souviens, en plus, je suis un peu une tryhardeuse parce que ma mère aussi, elle voulait, quand elle était plus jeune, elle aurait voulu faire une école d'art, de dessin, parce qu'elle aimait bien ça, mais on lui a pas permis de le faire. Et moi, j'aimais beaucoup dessiner, et du coup, c'est vrai que je lui disais, ouais, tu peux me dessiner ça pour que je reproduise. Et j'y arrivais pas à faire comme elle, et du coup, je chialais mes grands morts. Parce que j'étais la punaise, vraiment rageuse. Mais du coup, Parce j'ai... qu'en gros, la partie haute de ton corps, Ah tes oui. mains, etc. Oui, c'est vrai que j'ai pas dit ce que ça C'est ciblait. vrai, et j'y pense aussi maintenant. Mais oui, du coup, ça touche mes membres supérieurs, les mains, les bras aussi. Mais c'était minime comparé aux jambes et on m'a fait faire de la rééducation très jeune et c'est parti directement. Et du coup, ça touche vraiment plus le bas de mon corps, donc majoritairement mes deux jambes, mes pieds et tout, bref. Mais donc, c'est vrai que j'ai pas de souci à utiliser mes mains, etc. Et ouais, du coup, j'aimais beaucoup tout ce qui était manuel, etc., mais majoritairement le dessin. Du coup, mes parents, ils étaient très branchés à activités extrascolaires. Mais comme je pouvais pas faire de sport, mon père, il m'a dit, tu feras du conservatoire. Et j'ai détesté. Mais j'ai dû en faire 10 ans. C'est long quand t'aimes pas. 10 ans, c'est long, même quand... Non, si, c'est long Non, quand c'est t'aimes long. pas. C'est Ouais. long tout court. Ouais. J'ai commencé à 7 ans et j'ai fini à 17 ans. Et t'as fait de quel instrument? Du piano. Ok. Ouais. Je voulais faire de la harpe de base. Incroyable, là. Ouais, mais il y a 8 pédales au sol. Ah ouais. On était là. Ah bah non, du coup. J'ai fait de la chorale. Ça, j'aimais trop. J'ai même fait une comédie musicale. Ah ouais? Ouais. Dans ma commune, hein. Enfin,
commune et autour de ma commune qui s'appelait The Blue Note. Ok. Et j'avais 10 ans. C'était trop bien. C'était vraiment une bonne expérience. Et être sur scène, c'est quelque chose qui t'a plu sur le moment? Ouais, sur le moment, ouais. Après, j'étais pas le personnage principal. Ça m'aurait fait trop peur. Mais j'avais mon petit rôle et c'était chouette et j'ai kiffé. Quand tu dis trop peur, et tout à l'heure t'en parlais aussi un peu, tu disais que t'es une personne un peu anxieuse. Ouais. Ça a toujours été le cas ou ça s'est développé en grandissant? Et est-ce que tu sais sur quoi c'est basé? Je pense que oui, ça a toujours été le cas parce que je suis quand même introvertie et j'ai un peu peur. Introverti, alors ça veut dire aujourd'hui avoir donc les cheveux rouges, un pull Halloween, voilà. Donc voilà, on est à ce niveau-là d'introverti. Mais tu vois, en fait, ça, c'est quand même vraiment une armure que je me suis construite, d'avoir un look. Parce que depuis que je suis petite, dans la rue, les gens me regardent tout le temps. Tu sais, il y a un truc où tu attires forcément l'attention, que ce soit positif ou négatif. Bon, c'est très souvent négatif à ce moment-là. Parce que t'es un peu ouais, mais qu'est-ce qu'elle a? Ah, mais machin, on me pointe du doigt et tout. Enfin, les enfants me pointent du doigt, même encore, que je vois plus du tout parce que je l'ai complètement invisibilisé à mes yeux. Donc, ouais, je pense que ce truc d'anxiété et du fait d'être introvertie, ça n'a pas arrangé les choses de autant attirer l'attention contre ma volonté, surtout quand tu grandis, même quand t'es ado, t'as pas du tout envie d'attirer l'attention, tu sais, t'as envie de passer dans la masse et tout, et tu sais que quoi que tu fasses, on va te regarder de toute façon, parce que t'as une démarche différente, etc. C'est vrai qu'après, j'ai quand même eu de l'anxiété. Prendre la parole, c'était quand même des choses qui me stressaient beaucoup. Se montrer, Ouais. se mettre au premier plan, mais avec une volonté d'être vraiment le premier plan, ça a jamais... Non, pas Ouais. du tout, à jamais. C'était vraiment quelque chose qui me faisait très peur. Cette anxiété-là, elle se faisait voir, elle se transmettait comme je vomissais. Genre avant qu'il y ait, trigger warning, hémétophobie. Mais à chaque fois que je savais que j'avais une représentation, déjà, ça me paralysait complètement. Et je vomissais et tout avant de rentrer dans la salle et tout. C'était horrible. Mais jamais personne m'a dit « Ah, c'est peut-être un peu bizarre, c'est un peu extrême, genre, non, peut-être. » Donc tout le monde était là « Ah, Léana, elle va vomir et puis ça ira mieux, quoi. » Donc... Et ça allait mieux? Pas ouf. Bah oui, ça allait mieux, mais... bon, on pourrait je s'en m'en passer, passerais, quoi. quoi. Ouais, C'est ça. je comprends. Je suis arrivée au lycée et j'ai fait un bac technologique. Parce que j'ai fait un bac art appliqué, qui est un bac technologique. Et depuis la seconde, en fait, je savais que mon bac se déroulerait majoritairement en oraux. Et j'étais là, en fait, Léana, c'est pas possible, tu peux pas te mettre dans des états pareils à chaque fois que tu vas devoir faire un oral parce que tu vas devoir en faire 8, en fait, dans la même année. Donc, c'est pas possible. Et du coup, j'ai fait de la sophrologie. J'ai été voir une dame, etc. J'ai fait de la sophrologie. Et ça m'a grave aidée. Ça m'a vraiment aidée à canaliser mon stress, à le maîtriser, tu vois. Aujourd'hui, t'en as moins? Non. Aujourd'hui, tu le maîtrises mieux? Je réapprends à le maîtriser. Parce que en 2022, j'ai fait une sorte de burn-out genre émotionnel parce que faut repartir dans le passé. On fait que c'est horrible. Vous devez les auditeurs, ils doivent être en PLS là, je sais pas comment tu vas monter. Non, mais on suit des bouts d'histoire, c'est normal. On suit des bouts d'histoire, mais du coup, en 2012, je me suis fait opérer parce que jusqu'à présent, c'était majoritairement de la kiné, etc. Kiné, rendez-vous avec les médecins, infiltration. Donc, infiltration, c'est les injections, plâtre, etc. Et en fait, je savais que les médecins m'avaient toujours dit qu'il faudrait m'opérer avant que je fasse ma croissance pour redresser mon corps. Et du coup, c'est arrivé à 12 ans. Et en 2012. Et c'est vrai qu'il y a eu un avant-après, parce que c'est quand même 8 heures de bloc où tu es anesthésié pendant 8 heures, tu dors pendant 8 heures, et où on redresse complètement ton corps, parce que moi, j'ai eu 4 interventions qui touchaient les os, donc c'est littéralement, ils ont cassé 4 parties de mon corps pour les redresser, et le reste, c'était les muscles. Mais j'avais du coup un plâtre
qui partait du bas du corps et qui prenait toutes mes jambes. Et ensuite, j'ai eu 7 mois de kinésithérapie dans un centre de rééducation qui était à 50 km de chez moi. Donc, en fait, je voyais pratiquement pas mes parents pendant les 3 premiers mois, vu que je pouvais pas sortir. Et ça a été un enfer, on va pas se mentir. Ça a été vraiment horrible. Et ouais, il y a eu tout un moment. Et c'est encore un truc que j'essaye de process, tu vois. Parce que je pense que mon cerveau, il a lock des trucs. Il a scellé des choses et il a scellé mes émotions avec. Ce qui fait que quand je suis sortie de là-bas, déjà, j'étais vraiment en sous-poids parce que j'arrivais plus à manger. On me gavait avec des compléments alimentaires parce qu'ils ne savaient pas gérer juste que il y a un enfant de 12 ans qui a mal, qui est complètement en dehors de ses repères, etc. Et ils ne comprennent pas le fait que en fait, peut-être il faut voir un psychologue, je ne sais pas. Traiter aussi la santé physique, la santé mentale, pardon, plus que la santé physique, parce que ça va de pair. Et du coup, j'arrivais plus à manger. On m'avait vraiment traumatisée avec la nourriture en me forçant, etc. Ou en me menaçant. Ouais, si tu manges pas, on va devoir te perfuser, etc. Bon. À 12 ans, c'est traumatisant quand même. Ouais, un peu la flemme. Et puis j'avais mal, parce que du coup, les os, c'est quand même très douloureux comme opération. Du coup, c'est vrai que quand je suis sortie de là, j'avais tout de suite envie d'oublier. Tu vois, t'es un peu dans ce truc où. Et en plus, c'est ce qui s'est passé vraiment. Je suis sortie de là et j'ai retrouvé mes amis au collège. Ils étaient tous hyper contents de me revoir et tout, parce que du coup, c'était en janvier 2012. Donc, c'était en plein milieu de l'année de 6e. Et je suis revenue au début de l'année de 5e. Et j'avais tous mes amis et la vie a repris, en fait. Et ça allait beaucoup mieux. Enfin, tout de suite, j'ai commencé à remanger, en fait. Normalement, tous les problèmes, entre guillemets, que j'avais, ça s'est estompé et j'ai continué à faire ma vie. Mais c'est vrai que j'ai vachement rejeté tout le côté médical, tu vois. Je voulais plus en entendre parler, même les autres personnes, parce que tu es enfermé dans un centre de rééducation avec plein de personnes qui ont des handicaps différents. Du coup, tu as même des gens qui ont des handicaps mentaux, des gens qui ont pas de handicap, juste ils viennent parce qu'ils ont eu un accident, etc. Mais c'est vrai que tu fais face à plein d'estropiés dans le même immeuble pendant 7 mois. Et moi, j'ai vraiment fait un rejet en mode, je veux pas être comme ça, c'est impossible. Ouais, et ça a scellé aussi toutes mes émotions, je pleurais plus. J'étais vraiment vide un peu, mais je m'en rendais pas compte parce que juste tu fais ta vie, genre t'y penses pas, etc. Et puis aussi, j'étais très prise par mes études parce que après, tout s'enchaîne, tu vois, t'as le collège, le brevet, après t'as le lycée qui me prenait énormément de temps, le bac, et puis après les études sup. Et en fait, en 2022, c'était la première fois où je prenais une année où j'avais rien. C'était une année sabbatique. Et tout est revenu. Vraiment, le cerveau, il a fait « Let's go !» La boîte de Pandore. Aujourd'hui, t'es graphiste, illustratrice. Comment t'es arrivée à cette carrière et à ce chemin de vie? Comme j'ai toujours aimé dessiner, etc., j'ai fait un bac d'art appliqué, technologique art appliqué, où t'as tous les cours généraux, et en plus de ça, t'as de l'art appliqué. Donc c'est hyper intense, parce que t'as tout, surtout la première année, la seconde, où t'as vraiment les cours normaux, plus 8 heures d'art. Mais c'est de l'art appliqué, c'est pas de l'art plastique. Donc tu sais, l'art appliqué, c'est tout ce qui est design. Donc architecture, design d'objets, design de mode, design graphique. Et c'était ouf. Franchement, j'ai adoré cette période-là du lycée parce que t'explores. Et à la fois, je suis capricorne, donc j'adore travailler. C'est pas un mythe. Et ensuite, j'allais tout le temps aux portes ouvertes d'une école qui s'appelle l'école Estienne, dans le 13e. C'est une école d'art graphique. En plus, le bâtiment est hyper beau. Il est classé et tout. Bon, classé, ça veut dire... Ça veut dire pas accessible et on fera jamais de travaux. Voilà, exactement. Et en fait, j'y allais tout le temps. Ça faisait 3 fois que j'allais aux portes ouvertes et j'étais putain, c'est vraiment stylé. Mais il y avait vraiment une brochure, je me souviens, une brochure qui disait
tant de temps postule, tant de temps est pris. Et c'était vraiment genre 1500 personnes postulent, t'en as 15 qui sont pris. Et j'étais là, bah c'est fini quoi. Et en plus c'est hyper élitiste, enfin les écoles d'art en général c'est vraiment des classements hyper élitistes où, mais écoute, j'ai tenté, en plus j'ai vraiment tenté que celle-là. Et j'ai été prise dans la section que je voulais qui était design graphique numérique. En plus j'avais hyper peur parce que c'est pas une école accessible, du coup il y a vraiment que des escaliers partout. Et je me souviens, je me suis dit en fait ça se trouve à tout moment ils me refusent parce que j'ai des béquilles, tu vois. Et tout le monde me disait mais non, c'est illégal. Enfin, on se sait que s'ils veulent le faire, ils le font et ils te trouvent une autre excuse, tu vois. Et du coup, j'y suis allée et j'ai dit direct, j'ai désamorcé le truc. J'étais là, j'ai fait mon oral tranquille. Et à la fin, j'étais là, ouais, j'ai des béquilles, mais ça m'empêche pas que je veux vraiment rentrer dans cette école et que je montrais les escaliers comme tout le monde, quoi. Et j'ai été prise. Miracle. Magnifique. Incroyable, hein. Ouais. Et comment tu l'as vécu alors, le fait d'être dans cette école-là, et est-ce que tu as réussi avec les béquilles à quand même pas être trop éclaté Eh ben, en vrai, ça allait. Mais c'est vrai que, par exemple, quand je suis arrivée à la rentrée, ça s'est bien passé, etc. Et puis, en fait, j'ai commencé à faire ma vie. C'est vrai qu'il y avait quand même un temps d'adaptation parce qu'en plus, tu sais, c'est dans ce moment où personne se connaît, donc personne se parle vraiment. Et toi, t'es là avec tes béquilles, t'es là. Bah, en fait, si je demande pas de l'aide, je suis dans la merde. Enfin, je descends pas les marches, tu vois. Et il y avait toujours, du coup, cette ambiance où tu demandes l'aide à quelqu'un de ta classe et la personne t'aide parce que il va pas dire non, mais ça se voit qu'il veut pas t'aider. Tu vois, qu'il en a rien à faire. Et toi, t'es là. Bon, super. Mais du coup, c'est vrai que ça m'a beaucoup aidée en termes d'autonomie parce que maintenant, les escaliers, même dans le métro, tu vois, j'arrive à prendre mes béquilles toute seule et à monter et descendre les marches toute seule. Et ça m'a beaucoup aidée. Bon, tout est relatif, hein, parce que vraiment, ils auraient pu mettre un ascenseur, mais aider dans le sens où pour après. Mais par exemple, du coup, 10 jours après la rentrée, il y a la proviseure qui m'a convoquée dans son bureau en plein milieu d'un cours. Et je comprenais pas du tout pourquoi. Et en fait, pendant genre 30 minutes, elle m'a coincée dans son bureau pour me dire que je devais pas être là, en fait. Que c'était inadmissible que je sois ici, qu'elle sache pas que j'avais des béquilles, que l'école, elle était pas accessible pour moi et que du coup, je devais pas être là. Parce qu'en fait, si j'avais un accident, ça lui retombait dessus. Franchement. Voilà. Franchement, horrible. C'était la première fois que je faisais vraiment face à autant de violence directe, tu vois. Parce que très souvent, c'est de la violence indirecte que tu subis. Mais là, qu'on me dise vraiment, en fait, c'est toi le problème et tu devrais pas être ici. Et je devais me justifier devant elle parce qu'elle me disait, mais pourquoi t'as pas pris cette école ? Pourquoi t'as pas choisi cette école ? Et j'étais là, mais girl, what the fuck ? Genre, tu dois vraiment te justifier une deuxième fois. C'est comme si tu repasses un oral alors que t'es déjà pris. Et j'étais au bout de ma vie en plus dans ces cas-là. Tu sais, tu fais juste chialer comme une merde et t'as pas envie de chialer. T'es là en mode non, je vais la défoncer. Mais t'y arrives juste pas. Elle a fait signer une décharge à mes potes que si je tombe, c'est de leur faute à eux et pas elle. Oh mon Dieu, mais quel enfer. Non mais vraiment, il y a rien qui va. En plus, ça ressemblait à Marine Le Pen. C'était un signe, vraiment. Bref. Et ça s'est un peu ébruité dans l'école. Je me souviens qu'il y a mes profs qui me défendaient beaucoup, qui n'étaient pas du tout d'accord avec ça, ce qui est normal en vrai. Et je l'avais un peu raconté, mais bon, ça s'était pas non plus ébruité de ouf. Bref, voilà. Et il n'y a rien qui a changé. Est-ce que c'est, on va dire, ce dont je parlais dans l'intro, c'est-à-dire ce qu'on appelle du validisme ? Et oui. Alors, qu'est-ce que le validisme ? Jamy, qu'est-ce que le validisme ? Jamy drag king, bref. Mais Exactement. Donc oui, le validisme, c'est le postulat qu'une personne valide, donc il n'y a pas de handicap ou de choses qui peuvent entraver sa validité, soit supérieure aux personnes handicapées. Et du coup, ça passe par une discrimination des personnes handicapées et aussi le fait de penser que les personnes handicapées n'existent pas.
Et ça, tu peux le retrouver partout, tu vois. Genre dans la rue, le fait que le métro soit pas accessible, il y ait plein de lieux publics qui sont pas accessibles. Et en fait, ça crée vraiment une barrière entre les personnes handicapées et le monde. En fait, excuse-moi de t'interrompre, le validisme, c'est faire croire ou faire comprendre que le fait d'être valide, de ne pas avoir de handicap, est la normalité. Voilà. Et que le handicap est à la marge et donc du coup Voilà. ne mérite pas d'être normalisé, d'avoir les mêmes intentions que tout le monde, vu que c'est une petite partie ou une frange de la population. C'est ça. C'est le propos validiste, entre guillemets, malgré qu'il soit, j'imagine, parfois intériorisé et pas forcément verbalisé. Oui, exactement. Et c'est aussi voir le handicap comme essentialisé dans le corps de la personne handicapée et pas comme quelque chose de collectif. Parce qu'en fait, le vrai problème du handicap et qui rend les personnes, on va dire, handicapées, c'est le monde extérieur, c'est l'environnement qui n'est pas du tout adapté pour ces personnes-là, pour nous, en fait. Et ce qui va renforcer ce truc-là où, en fait, si tu es en fauteuil ou autre, tu vois, le problème, c'est pas que tu sois en fauteuil, mais c'est juste que le problème, c'est que l'environnement n'est pas accessible pour toi. Donc, tout ça, c'est du validisme. Et moi, c'est vrai que jusqu'à présent, j'avais pas du tout capté ça, tu vois. Genre, en vrai, j'ai compris que j'avais beaucoup de validisme intériorisé là, récemment. Et c'était vraiment une révélation. J'ai vraiment fait Doctor Strange qui part quand il se fait dématérialiser là. C'était un peu ça. J'ai pris conscience de plein de trucs et tout d'un coup. Et j'étais là. Après, tu vois que ça, tu vois. Tous les moments qui sont pas normaux et qui sont vraiment des violences validistes. Avant, tu les subis et tu les encaisses. Tu captes pas en fait. Et une fois que tu les vois, tu vois que ça. J'ai vraiment ouvert mon troisième œil. Mais par exemple, toi, ça se traduisait par quoi, on va dire, ton validisme en tant que personne avec un handicap? Comment en fait, tu es validiste? Oui. En fait, j'étais validiste dans la manière de voir les choses. S'il y avait une personne handicapée qui se plaignait, j'étais vraiment du genre mais pourquoi tu te plains en fait, prends sur toi et genre serre les dents et de toute façon le monde il changera pas pour toi, tu vois. Et parce que moi j'avais vraiment cette vision-là de, en fait, marche ou crève, tu vois. Ou parce que j'ai été éduquée comme ça et que dans le monde dans lequel on vit, si tu t'adaptes pas de toi-même, c'est pas le monde il s'adapte pas à toi. Et ouais, et du coup, pour moi c'était ça, vraiment à faire toujours beaucoup plus d'efforts que les autres. Par exemple, tu vois, à l'école, j'étais toujours à me dire, ok, tu sais, même quand tu rentres dans une nouvelle classe, t'es là en mode ok, là, je dois faire mes preuves. Et je devais toujours faire mes preuves parce que pour moi, c'était normal, entre guillemets, parce que je partais avec un déficit où je me disais, ok, on va me voir directement comme la petite meuf faible, fragile, parce que j'ai des béquilles et que je tiens pas sur mes jambes. Et il faut que je montre que j'ai un énorme cerveau pour qu'on me prenne au sérieux. Et ça, c'est toujours le cas, tu vois, parce que c'est ancré dans mon ADN, tu vois, de dire, en fait, là, tu dois faire tes preuves. Bon, parce que déjà, je suis une meuf cis en plus, tu vois, donc le sexisme. Mais parce qu'il y a aussi un truc de... en plus, mon handicap, il est visible directement. Tu vois, c'est pas un handicap invisible où tu peux à peu près le cacher et passer, on va dire. Moi, il est visible. Donc, en fait, dès que tu me vois, je suis vulnérable à tes yeux, tu vois. Et du coup, tu as un truc où tu dois, genre, te mettre une carapace encore plus épaisse. Et d'où le fait que j'invisibilise beaucoup mon handicap aussi en disant, en rassurant tout le temps, tu vois. Quand il y a quelqu'un qui me dit « Ah, mais qu'est-ce que tu t'es fait ?» et tout, si je dis la vérité, parce que je mens souvent, je dis très souvent « Ah, mais t'inquiète, c'est un accident de naissance. » Mais je dis toujours « T'inquiète », genre j'ai besoin de rassurer la personne pour pas qu'elle s'inquiète et que, en fait, tout va bien se passer. Bon, en général, tout le monde s'inquiète, ça marche pas du tout. Mais ça a toujours été quelque chose de présent et je me souviens que même à l'école, quand j'avais des classes vertes qui étaient jamais adaptées pour moi parce que c'était tout le temps des trucs « Ah, on va faire de l'escalade sur des rochers » et bref, j'étais là « Ok frère, non ». Et moi, on me mettait toujours dans un coin en mode « Ah, mais toi, tu vas taper des trucs à l'ordinateur ». J'étais là. Il n'y a pas de rapport. Non, aucun rapport. Juste, ils ne savaient même pas où me mettre. Mais donc ça, par exemple, c'est validiste. Bah oui.
parce que ça m'exclut ouvertement des autres et moi j'ai pas du coup je peux même pas interagir avec mes autres camarades qui ont vécu le truc et qui sont là c'était trop bien et tout regarde machin, moi je suis là bah ouais super, j'ai tapé un texte sur l'ordinateur et ouais du coup dans les classes vertes il y avait, je me souviens d'un jour où la classe verte c'était d'aller à Rome en seconde pour avec l'art pour faire des dessins et tout et je me souviens qu'il y a mon prof que j'aimais trop en plus, qui avait dit à mes parents « Ah, mais c'est génial, Léana, elle s'adapte vraiment, etc. J'ai plus du tout peur de l'emmener avec nous à Rome. Elle se débrouille, elle est vraiment autonome. » Et moi, je me souviens qu'à ce moment-là, je l'avais vraiment pris comme un compliment. J'étais là « Putain, j'ai réussi, tu vois. Genre, j'ai réussi à ce que les gens ne s'inquiètent pas et que je sois mis à la même... au même niveau que tout le monde, qu'une personne valide. En fait, j'ai réussi à être une personne valide. À ses yeux, ouais. À ses yeux. Et en fait, l'autre jour, j'y repensais, j'étais là, mais il n'y a rien qui va dans cette histoire. Parce que... Ouais, explique pourquoi il n'y a rien qui va. Parce qu'en fait, j'ai pas à rassurer le prof de ma compétence à être autonome ou à être d'une certaine validité. En fait, non, en fait, si tu veux vraiment m'inclure dans ta classe, mets les efforts pour le faire, tu vois. C'est pas à moi de prouver une quelconque fausse normalité, tu vois. Oui, t'as pas besoin de mettre adaptation. La pression. Oui. Pour faire quelque chose c'est ça. Et pour justement rentrer dans la case de la personne valide. Et il y a un mot qui est très juste, c'est la suradaptation. C'était un truc qui était venu dans ma thérapie quand un jour j'avais pété un câble parce que dans la ligne 3, parce que je prenais la ligne 3 pour aller chez mon psy. Et en fait, la ligne 3, c'est des poignées pour ouvrir les portes. Oui, les poignées qui se relèvent vers le haut. Un peu et moi, j'ai pas le temps d'ouvrir la porte, prendre mes béquilles, descendre. Enfin, c'est trop galère. Du coup, je me souviens que je m'étais retrouvée face à cette porte et j'avais pas réussi à l'ouvrir et il y avait personne autour de moi et les gens qui l'avaient vu trop tard et j'avais pas pu descendre à ma station. Et j'avais commencé à chialer parce que c'était l'eau qui déborde du vase, tu vois, c'est la goutte de trop. Mais du coup, j'étais arrivée en retard chez mon psy, je lui avais raconté et j'étais là. Il était là, mais en fait, Léana, vous vous suradaptez tout le temps, tu te suradaptes tout le temps. Et tu sais, c'est un truc où moi, je sors dans la rue, je balaye tout mon territoire, tout le trottoir, à au moins 5 mètres devant moi pour voir, ok, est-ce que là, il va y avoir un trou? Est-ce que là, je vais tomber? Regarde où tu mets ta béquille. Ok, lève bien les jambes pour pas tomber. Ok, est-ce qu'il y a des gens? Machin. Et en fait, je balise tout comme ça et c'est épuisant. Mais je m'en rends même pas compte, tu vois. Parce que c'est un truc que je fais instinctivement depuis que je suis toute petite. Top 3 des choses validistes qu'on peut faire dans la vie et qu'on pourrait éviter de faire. Des comportements validistes, on va dire. Déjà, avoir de la bienveillance mal placée ou avoir une vision misérabiliste, c'est-à-dire sous-évaluer l'action d'une personne handicapée et la féliciter pour une action basique, tu vois ce que je veux dire? Par exemple, tout ce qui est Téléthon, c'est des visions misérabilistes plus parce que on met tous les handicapés dans le même bateau, littéralement, et on est là, oh regardez les pauvres petits-enfants, oh ils sont super tristes, machin, vu sous le prisme du validisme, enfin, et des personnes valides, tu vois, parce que le présentateur c'est un mec valide, tous les gens, la télé qui prend cette émission c'est des personnes valides. Et on vient souligner et féliciter les exploits de certaines personnes. De juste vivre et respirer, tu vois. On m'a souvent dit « Ah, mais t'es tellement courageuse !» Et j'étais là, pourquoi faire en fait? Je suis courageuse de respirer, de faire ma vie en fait. Là, tu vois, et du coup ça montre que il me faut du courage pour moi de vivre ma vie et parce que oh la pauvre. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui est assez difficile à comprendre et à capter parce qu'on a tous, en tant que personne valide, et donc du coup même toi tu le disais avec un handicap, un validisme qui est intégré en pensant bien faire avec une sorte de compassion qui nous paraît de la compassion normale, mais en fait qui devient une sorte de compassion mal placée. Mais c'est vrai que c'est difficile à l'intégrer et à le comprendre parce que il n'y a pas un moment où ces personnes pensent à mal
au moment C'est où ça. où elles le font. Mais c'est vrai qu'en se mettant à la place, et je trouve que tu l'expliques très très bien, de personnes avec des handicaps, etc., où tu te dis, bah oui, enfin, j'aimerais bien qu'on vienne pas souligner le fait que je sois handicapé, que j'ai fait quelque chose, que je me sois que je me sois débrouillé. Enfin voilà, j'aimerais juste qu'on me dise cool d'être là, merci. Exactement. Ouais. Mais c'est vrai que c'est compliqué, mais tu sais, comme n'importe quelle déconstruction à avoir, tu vois. Mais j'avoue que le validisme, c'est encore plus dur parce que la validité, c'est la normalité. Mais c'est vraiment vu comme la normalité, même plus que l'hétérosexualité, tu vois. Ou l'hétéronormativité, cisnormativité. Vraiment, le fait d'être valide et de pouvoir marcher, enfin marcher ou vivre en tant que personne valide, c'est vraiment vu comme, même, tu sais, c'est lié à la bonne santé. En fait, ce qui est hyper intéressant aussi, c'est que le handicap, c'est quand même beaucoup jugé et vu par le prisme du médical. Et c'est vrai que le médical, c'est un peu l'autorité de la blouse blanche. C'est le truc qu'on réfute pas trop parce que c'est lié à la santé. En fait, les médecins, ils ont toujours raison. Et moi, c'est un truc que j'ai beaucoup vécu, tu vois, de ce truc de, OK, c'est quoi la limite entre là, on fait ça pour ma santé et là, on fait ça pour me mettre dans une case de réparation et de remodelage pour ressembler le mieux à une personne valide. Et c'est hyper intéressant. Et quand tu es jeune, surtout, quand tu es enfant, tu vis à travers ce regard-là. Et ton corps, il t'appartient pas non plus, tu vois, parce que, t'es entouré tout le temps de médecins pendant des consultations où t'es à moitié nu à 10 ans avec 20 médecins autour de toi que tu connais ni d'Adam ni d'Ève et qui sont là en mode à t'examiner, etc. Et en fait, à ce moment-là, tu te dissocies de ton esprit, de ton corps et en fait, même grandir en tant que personne handicapée et comment dire, se réapproprier son corps, c'est hyper compliqué. Et parce qu'il faut prendre conscience de ça aussi, tu vois. Et de pas se dire, en fait, c'est la normalité. Les médecins, ils font leur travail. Oui, ils font leur travail, mais il y a toujours un contexte à placer aussi et le consentement de l'enfant. Mais Et une vision du coup aussi de supériorité. bien sûr. C'est aussi ça le truc, ouais. c'est qu'en fait, la personne dite valide se sent d'un coup supérieure ou avec des super pouvoirs par rapport avec la personne qui a un handicap. Ouais. Donc on était un top 1 déjà qu'on a quand même bien bien développé. Il y a quoi d'autre comme comportement validiste à éviter, à oublier ou à rayer de sa vie? Il y a aussi reconnaître le privilège de sa validité comme n'importe, tu vois, parce que on dit souvent, ouais, reconnais tes privilèges. Et je pense qu'on reconnaît jamais le privilège de sa validité, parce que c'est une norme, encore une fois. Donc peut-être dire, juste ouvrir ses yeux, tu vois, et de se dire, même si je sais que c'est hyper compliqué parce que tu le vis pas, et même moi, quand je le vivais, je le voyais pas, tu vois. Mais peut-être se dire, se mettre à la place, comme on l'a dit, tu vois, se mettre à la place de la personne et essayer au maximum de comprendre aussi ce qu'on peut vivre nous, tu vois. Parce qu'il y a que comme ça que chacun va un peu ouvrir ses yeux et aider et accompagner aussi de mieux les personnes qui en ont besoin. Et ensuite, j'avais mis communiquer. Mais ça, c'est seulement dans certains cas de figure. Parce que y a aussi beaucoup de curiosité mal placée. Moi, tout le temps dans la rue, on vient me voir en mode « Ah, bon courage !» Bon, déjà. Et ensuite « Ah, mais qu'est-ce que tu t'es fait ?» et tout. Souvent, il y a plein de petites mamies ou quoi. Ou même, j'ai eu des magnétiseurs. Après, il y a eu beaucoup de gens qui ont prié pour moi à l'église. Et alors, du coup, tu t'en es sortie? Grave. Tu vois, depuis... Même, ça se voit, là, tu vois, ou pas? J'étais ouvert, je courais et tout. Quels sont les comportements à avoir? Il y a aussi quelque chose que tu as dit et que, bon, j'ai dû t'interrompre, mais en gros, aussi, dans la curiosité mal placée, il y a aussi l'aide mal placée. Oui. C'est-à-dire qu'en gros, se dire qu'une personne avec un handicap nécessite forcément de l'aide d'autrui oui. pour faire quelque chose. Oui. Je dirais peut-être analyser, mais même en vrai, tu peux proposer ton aide, je pense, mais pas insister. En fait, c'est toujours une question de balance, tu vois. Genre, ni trop insister, ni
en avoir rien à faire. Bon, encore une fois, ça dépend des contextes. Si on part genre juste dans la rue, les gens dans la rue, tu peux proposer ton aide. Si la personne te dit non, bah c'est non. Mais par contre, ne viens pas de toi-même t'imposer à la personne comme si elle avait forcément besoin de toi. Moi, ça m'est déjà arrivé qu'on me prenne le bras en mode « Allez, vas-y, je vais t'aider ». Je suis là « Ma sœur, tu veux quoi ?» Tu vois, genre, lâche-moi. Mais encore une fois, ça dépend des contextes parce que tu peux aussi prendre ce truc de communiquer et comme j'ai dit, te mettre à la place d'eux. C'est aussi des bons comportements. Ouvrir ses yeux, en fait, sur notre existence, tu vois. Et peut-être aussi ne pas prévaloir de capacité d'une personne. Oui. En disant, par exemple, Léana, elle s'adapte ou... Bien sûr. Voilà. Ah, ça m'est beaucoup, ouais. C'est beaucoup arrivé aussi ou à me dire, mais tu vois, ouais, toi, t'es autonome ou, tu sais, à me comparer aussi en disant, ah, aussi, t'invisibilises ton handicap, c'est peut-être pour ça qu'un tel, il n'a pas fait attention. Mais en fait, je vais pas venir chialer dans les jupes de ta mère pour te dire que j'ai besoin d'aide, tu vois. Il y a aussi un truc où... Bah, propose ton aide, si je te dis oui, non, c'est bref. Mais c'est vrai, voilà, c'est un sujet compliqué, difficile. Oui, bien sûr. Et c'est en parlant et en discutant où les mentalités, où les choses pourront aussi évoluer avec le temps. Donc là, c'est vrai que parfois, on peut avoir l'impression que peut-être, et puis peut-être que des personnes qui nous écoutent, qui ont aussi un handicap à eux, ne se reconnaissent pas forcément dans ce qu'on dit là. Bien sûr, ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est possible aussi. Ouais, j'ai pas du tout la science infuse et je suis en pleine déconstruction. Le chemin est long. Et puis ouais, chaque personne a des besoins différents aussi, mais comme partout, tu vois. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une généralité évidente, on va dire. Et après, chaque personne a des besoins différents et des visions différentes aussi. Ouais, donc voilà, donc la conversation qu'on a ne se calque pas à tout le monde, à toutes les situations. Vous avez le droit de pas être d'accord. Exactement. Pas de problème. Mais on peut, mais aussi on peut se poser des bonnes questions et et réfléchir sur sa vision, sur les gens, sur les autres, sur dire est-ce que là vraiment je suis pas en train de surinterpréter, de suragir, de tout ça. Et normalement, si on se pose ces questions-là, j'imagine qu'on doit être sur la bonne voie à un moment. Exactement. Donc, on a parlé de beaucoup de choses. On a parlé de handicap, on a parlé de validisme, on a parlé de graphisme et d'illustration. Mais on va bientôt arriver à la partie drag. Mais avant ça, évidemment, il y a quoi ? Il y a Mia. Mia, qu'est-ce que c'est ? Mia, c'est une assistante éditoriale de l'Extrême. Elle est là, elle se pose des questions. Elle est toujours bien plus créative que moi dans ses questions. Et c'est son générique d'ailleurs. Bonjour, je m'appelle Mia, j'ai 4 ans et demi. Aujourd'hui, je suis disponible. Bienvenue à Mia Question. Bonjour Mia. Bonjour Mia. Oui, et cette fois, nous allons parler de créatures. Allez. Comme les petites créatures en pâte à modeler que j'avais vues au cinéma. Oui. La première question de Mia, qui est allée enquêter sur toi avec ses parents, c'est... Pourquoi tu t'appelles créature ? Ah oui. Alors, créature avec un K. Hein. Oui, avec un K. Déjà, t'as montré créature à Mia. Oui, je montre évidemment. Tu sais que ma sœur, qui a 17 ans, a peur de mon drag parce que ça lui rappelle trop genre Annabelle et tout, et qu'elle a la phobie. Ouais, mais elle a pas vu Annabelle. Mia, oui, c'est vrai. Tu vois, Mia, elle voit une princesse parmi toutes les princesses qu'elle peut, ou les princes qu'elle peut découvrir, ou les créatures qu'elle peut découvrir avec la Quinterview. Donc pour le coup, elle voit pas du tout. Tant mieux. Alors, pourquoi créature ? C'est vrai que je cherchais beaucoup de noms et en fait, un jour, mon meilleur ami, qui s'appelle Benoît, m'a dit « tu pourrais trop t'appeler créature ». Et vraiment, il l'a sorti comme ça. Et je sais pas, c'est un truc qui a matché directement. J'ai eu ce truc où créature, ça fait créativité, mais c'est un peu aussi une réappropriation... D'ailleurs, on m'a jamais appelée créature, tu vois, dans la rue ou quoi. Mais je me disais que ça pouvait faire un peu une réappropriation de mon corps, comment mon corps est perçu dans la société, etc. Et puis ça me faisait rire qu'on m'appelle créature random, comme ça, sans arrière-pensée, tu vois. D'ailleurs, il y a quelqu'un dans la rue, il y a pas si longtemps, qui m'a appelée créature, parce qu'il m'avait reconnue, c'est quelqu'un que je connaissais. Et ça m'a fait trop rire de penser que les gens autour étaient là en mode « What the fuck ?» Genre, pourquoi là, il l'appelle créature ?
Donc il y avait ça, et puis je voulais vraiment un nom qui donne pas de direction dans mon drag, parce que je savais pas trop quoi faire. Et créature, c'était bien parce que ça voulait tout et rien dire, et je peux faire tout et n'importe quoi avec créature, donc ça c'est super. Et pourquoi t'as les yeux blancs? Pourquoi j'ai les yeux blancs? Parce que je considère mon personnage drag comme un fantôme, une entité, et je trouve que les yeux blancs, ça permet de rien transmettre et à la fois de tout transmettre. Et c'est un peu comme si mon corps c'était une coquille vide, tu vois, et que genre je suis possédée par genre des personnages ou des ambiances, etc. Un coup je vais être l'anxiété en mode toute noire et tout, et un coup je vais être un petit champignon machin, mais un peu dark quand même parce qu'on est émo ici, tu vois. Et donc c'est vrai que les yeux blancs, et puis en fait les yeux blancs un peu tristes comme ça qui tombent, ça marche bien avec mon côté un peu poétique. Par contre, c'est super chiant d'avoir les yeux blancs, des lentilles tout le temps, c'est hyper handicapant, lol. C'est vrai que Elle a dit handicapant, lol. c'est vrai que je me rajoute des difficultés en plus, et les gens pensent, comme j'ai les yeux blancs, que les béquilles, et comme je custom mes béquilles aussi, que mes béquilles, c'est des accessoires. Et vraiment, ça me choque. Que les gens pensent ça, tu vois, ils se disent oh, putain, mais ça veut dire que même la démarche, ils doivent penser que je joue, tu vois, c'est incroyable. Mais tu sais, d'un coup, ça me fait penser à un truc petit quand il y avait des béquilles, où tu sais que en tant que valide, tu utilises des béquilles, on dit que ça porte malheur. Ah oui, c'est vrai. Mais je viens de penser à ça, et je me dis, mais c'est quand même très bizarre. Ouais. Bah, ça veut dire que je suis le malheur, du coup. Non, mais d'un coup, je pense Ouais. à ça. Mais bah, voilà, par exemple, bah non. Bah ouais, non, du coup. Parce que toi, t'avais pas touché de béquille avant de... Putain, mais si, dans le ventre de ma mère, j'étais comme ça, contre la paroi. Non, mais je pense à ça. Mais oui, en fait... Bah oui, voilà, non, c'est mais non, mais complètement con, du coup, ça met aussi une certaine distance Ah, bien sûr. avec... Mais oui, mais tu sais, toutes les préventions d'accidents de la route, t'as des trucs comme ça aussi, genre... on dit, ah, faites attention, sinon tu deviendras en fauteuil, comme la personne. Bref, donc... Ouais. Non, mais je pense à ça. Mais c'est un peu drôle. Imagine, les créatures, c'est un peu une malédiction. Elle te touche, tu deviens handicapé. Slay. Handicasley. Handicap slay. Bien sûr. Nouvelle question de Mia. Est-ce que t'es un champignon? Dans la vraie vie, genre? Ouais. Ouais. Bah ouais, du coup. En fait, en civil, je suis un champignon. En plus, j'ai les cheveux rouges. Donc, ça fait un peu Amani Tumouche. Mais d'où vient cette passion de champignons? Mais j'en ai aucune idée. Tu sais que, ouais, depuis que je suis petite, je suis passionnée par les champignons, mais pas forcément, comment dire, le fond du champignon, en mode tous les champignons, leurs noms, etc. Genre, je m'en fous. Mais vraiment, les dessins, leurs visuels, ça me passionne et ça me réconforte, tu vois. T'es quoi? T'es Amani de Tumouche? C'est quoi un peu ce côté? Ouais, Amani Tumouche. Même, j'aime bien le bolet de Satan. Ouais. Mais ouais, dans les livres et tout, j'aimais trop quand il y avait des petits champignons. Je me souviens que j'avais été voir une expo quand j'étais petite, où c'était que des petites figurines de champignons avec des yeux. Et en mode, ils étaient personnifiés. J'étais là, c'est incroyable! Et je sais pas, il y a un peu un truc réconfortant du champignon, où tu l'imagines être une petite maison, tu vois, genre... en mode bref, voilà. Et puis la manière dont ça pousse, c'est aussi Ouais, assez poétique, le champignon. Et puis c'est quand même... c'est ni un animal, ni un végétal. Et ça, c'est ouf. C'est vraiment un champignon. Et puis ça a des réseaux entre eux incroyables. Ouais. Un petit champignon. Donc tu fais partie de ce petit réseau incroyable de champignons. Ouais. Je suis un champignon, ouais, tout à fait. Les questions de Mia, c'est fini. Merci beaucoup, non, Mia. Bah, si. Merci, Mia. À bientôt, Mia. Plein de bisous. Salut à tous! C'est fini les questions. Merci beaucoup, Mia. Et merci à tes parents, Alice et Gilles, de t'avoir permis de te poser toutes ces questions. Avant les questions de Mia, on allait arriver à créature. Et donc, ma question est, déjà, pour commencer, quand est-ce que tu as découvert le drag et comment? Alors, j'ai découvert le drag, je pense comme une majorité dans Drag Race, RuPaul's Drag Race, quand c'est venu sur Netflix, genre en 2016. Et ouais, j'ai découvert, j'étais là, putain, c'est marrant et tout. Et je suis tombée dedans et j'étais là, waouh! Et en plus, c'était pile au moment de mon lycée. Et ça m'a ouvert un champ genre créatif. Ça a vraiment ouvert une source créative qui était exponentielle et je trouvais ça incroyable. Et du coup, j'ai regardé, j'ai commencé par la saison 6, qui est pour moi la meilleure. Moi, j'étais là, ah mais c'est super, je vais allier ça avec ma fibre artistique, tu vois.
Donc par exemple, j'ai fait mon bac, mon option art plastique sur ça et tout. J'ai créé une drag queen et tout. J'étais vraiment devenue référente drag. Quand les gens de ma classe étaient là, ok, ça parle de drag, Léana. Genre, et moi j'aimais trop, tu vois. C'était vraiment devenu une grosse passion, etc. Donc voilà. Après j'ai découvert la saison de Sacha Velour et là j'étais là, j'ai jamais eu de rôle modèle, tu vois, dans ma vie et tout. Quand j'ai vu Sacha, j'étais là, oh punaise. En plus, elle est designer graphique, donc j'étais là, je vais être comme elle plus tard. Elle a un super appart à Londres et tout, pas à Londres, à New York, pardon, qui est ultra bien décoré et tous ses visuels, ils sont ouf. Donc j'étais là, je veux être elle ou comme elle plus tard. Mais pas du tout, je pensais pas du tout à en faire. Et puis un jour, en 2019, il y a mon meilleur ami, du coup Benoît, celui dont je parlais tout à l'heure, qui lui était en école de mode, et en école de mode t'es beaucoup plus propice à commencer le drag, j'ai l'impression, parce qu'il y avait tout le temps de nouvelles drags qui popaient un peu là-bas, et il y avait du coup une de ses potes qui faisait une scène ouverte. Il m'a dit tu veux pas venir et tout, et j'y suis allée et j'étais là, mais c'est incroyable, genre de voir la scène locale et tout, c'était vraiment bon enfant, c'était trop chouette et tout. Et puis de fil en aiguille, j'ai continué à aller dans les soirées et tout. Et puis un jour, j'ai proposé mes services de graphisme parce que le visuel était éclaté, sa mère. Et j'étais là, mais vous voulez pas que je fasse votre affiche en mode... Moi, je le faisais gratuit et tout. J'étais là, je commençais à faire du design graphique tout juste. C'était vraiment... Je rentrais à Estienne, tu vois. Et ils étaient là, non, il y a déjà quelqu'un qui fait ça. Et cette personne-là n'était pas professionnelle, d'accord ? Non, elle n'est pas professionnelle. Je suis pas débutant, je suis professionnelle, ok ? Ok. Et puis, mais en fait, on m'a proposé de faire du drag. On m'a dit, mais tu veux pas faire du drag ? Et j'étais là, qu'est-ce que tu me raques ? Qu'est-ce que tu racontes ? Parce que moi, je suis quand même quelqu'un d'introverti, comme on l'a dit, etc. Donc, on m'a proposé, j'étais là, what ? Et il y a tous mes potes autour de moi qui étaient là à ce moment-là, qui, eux, ils ont vrillé. Ils étaient là, mais on n'y avait jamais pensé et tout, ça serait ouf que tu fasses ça et tout. Mais c'est vrai que moi, j'y avais jamais pensé parce que j'avais jamais eu de représentation de meuf qui fait du drag, tu vois, à l'époque. C'était que des hommes cis et tout, même si après, dans Drag Race, il y en a plein qui ont fait leur transition ou qui se sont outés. Mais du coup, c'est vrai qu'à l'époque, je connaissais pas grand monde, tu vois, et c'était pas du tout fait pour moi. Dans ma tête, c'était pas du tout fait pour moi. J'avais trop peur de monter sur scène, d'être vue. Donc, genre, ça a commencé, c'est une idée qui a germé dans ma tête parce qu'en fait, tous mes potes autour de moi étaient beaucoup plus hypés que moi, tu vois. Ils étaient là, mais non, ça serait incroyable et tout. Ils étaient ultra investis pour me trouver un nom et tout. C'était trop mes vies, trop mimes. Et en fait, 2 semaines après, je suis allée à un show d'Halloween où j'étais un peu lookée, modérément, mais j'étais quand même un peu lookée. Et à ce moment-là, on m'a reproposé et on m'a dit « Ok, tu vas performer 2 semaines plus tard. T'as pas le choix. Dans 2 semaines, tu performes. » Et j'ai fait « D'accord, lol. » Je devais tout trouver en 2 semaines, genre une esthétique, une performance, un nom. Et j'avais rien. Comment on devient drag en 2 semaines ? Quand on est bien... Il y avait mon meilleur pote qui m'a genre porté littéralement. Parce que moi, à ce moment-là, j'étais juste en état de panique. Je voulais juste pas y penser, tu sais. C'est un peu ce truc où tu procrastines de ouf parce que juste y penser, ça te cause trop d'angoisse. Et en fait, déjà, c'est lui, MDR, qui a trouvé le nom. Et ensuite, il était là, il me faisait des vocaux en mode Ok, j'ai pensé à cette chanson, je pense que ça pourrait être bien pour ta performance. Et puis machin, en plus le thème c'était fétiche. J'étais là, bon, ok, du coup j'ai fait fétiche du blanc, où je suis arrivée tout en blanc, alors que tout le monde était en noir. C'était genre une soirée où il y avait que des baby drag et tout, on était genre 15, je passais en 13e, donc j'étais là, oh purée, en mode... c'est un peu superstitieux. Pour éviter, ouais. Tu t'es dit, ça va peut-être me porter malheur. Ouais, grave. Ou bonheur, on sait pas. Ouais. Et puis, mais c'est vraiment lui qui m'a porté. Comme il était en mode, il m'a fait tout mon outfit. C'était incroyable. Et en fait, tous mes amis, ils m'ont porté. Et aussi, quand j'ai commencé à le dire, par exemple, à ma mère, tout le monde avait des réactions un peu genre ah, mais pourquoi tu fais ça ?
qu'est-ce que tu vas y faire? Et puis, t'as des béquilles, genre, mais comment tu vas faire avec tes béquilles? C'est hyper chelou. Et moi, j'étais là, quoi? Et j'ai un peu ce side-là où si tu dis que je peux pas le faire, je vais te prouver que je peux le faire, même si j'en ai pas vraiment envie. Et là, j'étais là, ok, je l'ai vu comme genre une mission, un obstacle à surmonter, tu vois. Donc en fait, toutes ces choses-là font que le jour J, j'étais sur scène et que j'ai fait j'ai commencé avec un opéra, genre lyrique, qui est l'opéra du 5e élément, et après je les verse en la cantatrice du 5e élément, et j'ai cassé des colliers de perles, j'avais une full scénographie, toute blanche et tout, j'avais ramené une nappe et tout, enfin bon bref, et c'était incroyable, et tout le monde a adoré. Et toi aussi, t'as adoré? J'ai trouvé ça, ouf, c'est quand même hyper cathartique. Parce qu'en plus, tu prépares un truc pendant 2 semaines et puis ça se concrétise. Il y avait tous mes potes qui étaient là. Il y avait du coup mon meilleur ami qui était roulé en boule, en PLS de chialade. Parce qu'il y avait la plupart de mes potes qui pleuraient aussi parce que pour eux, c'était en mode, tu vois, quelque chose qui se concrétise, quoi. Et me voir sur scène, tu sais, c'est un peu le reverse aussi où tu reprends l'espace et où tu reprends ton corps aussi à le montrer fièrement, alors que en général tu passes ton temps à le cacher ou à faire qu'il soit pas vu. Donc je pense que ça faisait beaucoup de mélange, etc. Et et puis en fait moi j'étais là, j'ai fait mon truc, c'est fini, tu vois. Genre je sais pas ce que je vais faire, mais c'était fun de le faire une fois, voilà quoi. Et puis après je suis rentrée dans une house. Et ça a quand même engrangé plein de trucs, etc. Parce que forcément, t'es beaucoup plus investi, tu rencontres beaucoup plus de gens, etc. D'ailleurs, c'était quand même assez compliqué parce que j'étais personne et du jour au lendemain, j'étais la fille d'eux, tu vois. Et du coup, t'as forcément une sorte de, entre énormes guillemets, d'accord, parce que je suis toujours personne, mais une sorte de notoriété où les gens vont t'adresser la parole parce que maintenant, t'es rattaché à quelqu'un qui est plus connu. On me disait « j'ai trop hâte de voir ce que tu vas faire. Mais je pense que si t'as été prise, si on t'a pris comme fille, c'est que vraiment, ce que tu vas faire, ça va être incroyable. » Et j'étais là « Non, laissez-moi tranquille. Moi, je performe plus jamais, en fait. » Genre, c'était une fois, pas deux. Genre, ça me causait trop d'angoisse de performer, et toujours, en vrai, de monter sur scène, etc. Et du coup, j'ai eu beaucoup ce syndrome de l'imposteur parce qu'en plus, j'ai commencé avec une de mes meilleures potes qui s'appelle Calorie, qui est maintenant à Lyon. Et en fait, elle cherchait de ouf à avoir beaucoup de scènes. Elle cherchait des plateformes parce qu'elle voulait vraiment commencer depuis longtemps. On a commencé à peu près au même moment, mais elle un peu avant moi. Et quand elle a vu que en fait, moi, j'avais la possibilité d'avoir des scènes, mais que je les prenais pas, elle était pas jalouse, mais tu vois, elle était envieuse, quoi, et c'est normal, genre. Et moi, du coup, ça a renforcé ce truc de je suis désolée, mais genre, moi, je peux pas performer là parce que je vais mourir, quoi, c'est trop tôt. Cette idée d'en faire une nouvelle, quand même, a germé à un moment. Et tu t'es quand même dit, ton personnage a évolué aussi à ce moment-là? Pas trop. En vrai, à ce moment-là, c'était un peu bancal. Je testais beaucoup et tout, mais je testais sur scène, du coup. Et j'ai fait une deuxième scène parce que du coup, c'était avec mon meilleur pote. C'était une édition spéciale meilleur ami. Et du coup, j'étais là avec Benoît. Viens, en fait, on boucle la boucle. On boucle la boucle au bout de deux performances. 1, on ouvre la boucle. 2, on la boucle. On la boucle, voilà. Fin. Allez, hop, salut. Et ça a bonne duré soirée. 2 mois et demi. Et c'était avec lui. Donc, c'est pour ça aussi d'être en duo, ça m'a... je me suis dit, en fait, tant pis, c'est fun. Et puis voilà. Et puis après, il y en a eu une troisième. Et après, il y a eu le Covid. Et en fait, le Covid... en ce sens-là, ça m'a beaucoup aidée parce que ça a permis de me faire décanter un peu, de prendre du recul, même si j'avais quand même beaucoup ce syndrome de l'imposteur qui était très fort, mais aussi de tester des trucs. Et c'est là que j'ai commencé à avoir mon mug classique que j'ai, des yeux qui tombent, machin, les lentilles et tout. Et du coup, en fait, quand je suis sortie de là, ça m'a beaucoup rassurée, tu vois, parce que je voulais toujours, dans mon idée, je voulais avoir un maquillage un peu signature que je puisse après modéliser, mais avoir un truc carré dans le sens où je suis une personne anxieuse, donc j'ai envie d'avoir un truc que je connais et après en faire ce que je veux.
Donc t'as trouvé ça pendant le Covid, on va dire, cet œil, ce grand œil un peu tombant, Ouais, c'est et ça. avec du coup l'œil blanc à l'intérieur Ouais. qui fonctionne bien Ouais, c'est avec ça. tout ça, quoi. Ouais, Ça fait une sorte d'effet d'optique en fait. ouais, c'est ça. C'est avec ma sœur Chainak que j'ai rencontrée dans cette famille qui depuis est vraiment on est devenus meilleures amies, tu vois. Et c'est elle qui me disait mais en fait j'essayais de monter en fait mon make-up comme classique, tu vois, t'as envie de te faire lifter et tout. Et il était là, mais tu veux pas essayer de descendre, tu vois, descendre ton make-up en mode années 20 et tout. Et en fait, j'ai testé et en fait, ça allait beaucoup mieux. Et j'étais là, mais oui, ça va mieux avec mon perso. Et c'est là que tu comprends, ton perso est le plus triste et tout, machin. Donc voilà. Comment ont été les retours sur tes premières performances et quels sont les meilleurs et pires compliments que tu as pu recevoir? Bravo, non, bravo, t'as du courage, ce genre de choses. Bravo dans le sens, t'as du courage. Parce que ça, c'est valide, disent par exemple bravo pour Bien ta force. sûr. Moi, ouais, du coup, ouais, on m'a dit ah, mais c'est super que t'aies des béquilles. Ok. Et je comprends en vrai, tu vois, parce que c'est juste. La personne pense juste en termes de représentation et du fait. Enfin, tu sais, c'est un. Comment dire? C'est un empowerment sur, sur ton handicap, machin. C'est un truc un peu inspirant, entre guillemets, mais c'est quand même validiste de le dire, tu vois. Et comment t'as inséré ton handicap à ton drag ou ton drag à ton handicap? Déjà, c'est vrai que c'était quand même source de complexe, je dirais. Pareil, parce que j'avais du mal avec ça. Et c'est vrai que mes béquilles, en fait, je les ai tout le temps. Et j'étais là, j'ai pas envie que ça détonne de mes tenues, etc. Donc, j'ai pris la décision, dès la première performance, de faire un look entier où mes béquilles étaient peintes. Je les avais perlées et tout. Je l'ai toujours d'ailleurs, cette béquille-là, où je l'avais perlée. Et du coup, ça marchait. C'était lié à ma tenue, tu vois. Tout était carré, DA et tout. Et en fait, c'est ce que j'ai continué à faire. Mais c'est vrai que mes premières performances, j'étais assez statique. Franchement, jusqu'à récemment, j'étais quand même assez statique. J'avais pas de béquille sur scène déjà. J'étais soit debout, soit assise, soit j'étais au sol. Mais j'avais pas du tout envie de revendiquer ça sur scène parce que j'avais pas envie qu'on m'assimile comme la drague handicapée et qu'on me dise que ce que je faisais c'était bien parce que j'étais vue comme déficiente à la base et que du coup si je pouvais faire de la merde sur scène, comme j'étais handicapée, c'était incroyable, tu vois. Et ça, du coup, je l'ai beaucoup masqué. J'étais là en mode, j'en parlais pas, je revendiquais jamais ça. Le fait d'avoir des béquilles, j'étais là, tu me vois, j'ai des béquilles. Enfin, il y a beaucoup de gens qui pensaient au début que je m'étais tordu la cheville, tu vois. Là, maintenant, je commence de plus en plus à bouger sur scène et à m'autoriser de vraiment, genre, comme danser ou vraiment me mouvoir avec le champignon. J'ai vraiment tout un moment où je bouge avec mon corps, même dans ma perf précédente qui est l'anxiété. J'ai vraiment genre joué avec mon corps, mais c'est parce que j'ai eu des opportunités qui m'ont débloqué, tu vois. Et mais c'est quand même compliqué. Genre, j'ai quand même du mal à voir les vidéos, par exemple, les stories là, où c'est moi qui bouge. Je suis là. En fait, il y a un trop grand décalage entre la perception de mon corps et mes ressentis, qui pour moi sont normaux, et la vision extérieure. Et c'est très compliqué à gérer. Mais je suis contente de le faire plus parce que ça rentre grave dans mon personnage de créature, à créer vraiment des nouvelles formes, des nouvelles shapes. Il y a ce collectif de Club Kids qui s'appelle Fierce Faces, qui a une scène qui s'appelle la Cthulhucène, qui reprend ce truc d'aller au-delà de l'épiderme et de créer vraiment des nouvelles positions, des nouveaux corps avec des éléments qui sont propres à toi, tu vois. Donc en fait, si on part sur ça, ça veut dire que mes béquilles, comme je les ai tout le temps avec moi, que ça m'appartient parce que j'en ai besoin dans ma vie et que je les utilise tout le temps, et ça devient mon corps et du coup, ça crée un corps encore plus exubérant et tu vois, c'est hyper intéressant. Ouais, c'est hyper intéressant. Tu sais quoi, alors, j'ai regardé hier l'épisode de UK vs The World avec la grande dame. J'y ai pensé, ouais. Et ça me fait penser à ça. J'y ai pensé parce que c'était vraiment un truc auquel j'y avais pensé. J'étais là en mode... Parce que c'est vraiment genre ma démarche en vrai.
Bah, Tu vois ? Vraiment, ça m'a fait penser à ça. C'est ouf. Et en plus, j'ai été voir, elle a publié en gros l'espèce de processus croquis, ouais. de croquis et tout, et ça fait vraiment. Il y a un côté un peu circassien et tout, Ouais. mais ça m'a fait vraiment penser à ça. Vraiment. Et je l'ai vu, j'ai fait copieuse. Oh là là, Oh là là. la grande dame m'a copié. Voilà, tu mets ça en podcast, titre du podcast. La grande dame a copié Je créature. vais mettre ça en intro. Et je vais même lui envoyer. Toi, tu veux le drama. Toi, je vais tu lui veux le envoyer thé. l'audio. Je vais lui envoyer l'audio. Je vais dire Ouais. voilà, elle m'a tout pompé. Ah, elle m'a tout pompé sur ma démarche et tout. Je suis une inspiration, t'as vu ? J'ai inspiré la grande dame. Et qu'est-ce que tu essayes de raconter à travers tes performances ? En fait, j'essaye toujours d'avoir un sens un peu deep, tu vois. Genre, par exemple, c'est vrai que le champignon, au début, j'étais là, je veux trop un truc un peu féerique, un peu qui apaise. Parce qu'en vrai, c'est un peu ça aussi. Ça a le but, c'est un peu de créer une atmosphère féerique qui apaise. En plus, la première fois que je l'ai faite, c'était à la boîte à bijoux de Ruby on the Nail. Et ma première performance, c'était l'anxiété. Donc, il y a un truc qui m'est propre, là, pour le coup. Et c'était un truc hyper qui fait peur, hyper pesant, hyper comme ça, pour essayer de retranscrire au mieux ce que peut être une crise d'angoisse. Et en fait, après, je voulais du coup un truc qui casse le truc. Et j'ai pris du coup le champignon qui est beaucoup plus féerique. Mais il y a quand même du coup une partie qui est quand même beaucoup plus deep, tu vois, où ouais, il y a une revendication du corps, il y a toujours un truc où j'ai l'impression je sais pas, j'ai toujours besoin d'être intense sur scène et besoin de véhiculer des émotions fortes, mais j'aime bien quand même laisser libre cours à l'imagination du spectateur et un peu à voir ce qu'il veut voir et à ressentir ce qu'il veut ressentir. Oui, t'imposes pas ta vision. Non, pas du tout. J'aime bien qu'il y ait un peu... Moi, j'ai mon storytelling, mais ça peut vraiment varier. Et du coup, ouais, créer des performances, bah, ça dépend peut-être des fois à partir de chansons ou quoi, qui me... J'ai pas de schéma précis. Mais j'aime bien le fait que mon drag et mes performances ou quoi, ça soit genre un travail genre collectif et pas un travail genre individuel. Et que ça soit pluridisciplinaire, tu vois, où bah, y a mon meilleur pote qui va m'aider à construire la tenue. Là, pour le champignon, il y avait Dommage qui avait fait la musique en entière. Donc, c'était incroyable. Et il y avait Lucrèce qui faisait la light, tu vois, avec des gélatines pour changer la couleur et tout. Genre, c'était trop stylé. Et j'aime trop créer un truc un peu collectif comme ça. Ouais, un moment collectif, en fait. Qu'est-ce que le drag a changé à ta vie ? Bah, rien. Non, je rigole. Depuis. Bon. Bah déjà, si, c'est des prises de conscience comme ça, tu vois, sur mon corps, sur la vision de mon corps, sur le fait de plus... En vrai, je sais même pas si ça a vraiment un rapport avec moi en civil, tu vois. Parce que je détache quand même vachement créature de moi en civil, bien qu'on ait le même corps, et que ce soit ce qui nous rapproche le plus. Mais je sais pas si elle m'aide réellement à genre avoir plus confiance en moi ou ce genre de choses, tu vois. En fait, mon drag, il me rend quand même beaucoup plus vulnérable que je suis dans la vraie vie. Donc peut-être il m'aide à être plus vulnérable dans la vraie vie parce que en civil, j'ai quand même une carapace que je me suis forgée, etc. Donc même comment dire, même mes émotions, à les retranscrire, à les vivre en fait beaucoup plus. Et en fait, ouais, quand je suis en créature, je suis vraiment à vif, quoi. Tu vois, il y a un truc où, en fait, je vais dévoiler ce qui est ma plus grande faiblesse, mon corps. C'est vrai qu'en général, j'ai l'impression que le drag, ça te permet d'être beaucoup plus fort, un peu comme une cape de super-héros. C'est beaucoup un truc qu'on a entendu. Et moi, j'ai réalisé, ouais, récemment que purée, si tu me touches quand je suis en drague, mais je suis le sol, quoi. Genre, j'ai aucune défense. Le fait de ne pas avoir beaucoup de lisibilité visuelle, parce qu'à cause de mes lentilles, ça m'obstrue quand même beaucoup la vision. Ça me crée vraiment dans un espace fermé où je suis vraiment avec moi-même en même temps et pas du tout avec les autres. Et je suis vraiment... tu sais, en introspection avec moi-même. Et ouais, c'est assez bizarre. Je suis pas du tout sociable quand je suis en drague en plus. Est-ce que la scène drague avec le validisme, est-ce que la scène drague est validiste ou est-ce que la scène drague se déconstruit et quel est l'état des lieux aujourd'hui ? Bah ça c'est, je vais faire un post Insta que je vais
je suis en train d'écrire sur ça d'ailleurs, sur l'état des lieux, etc. Donc j'espère que ça sera sorti à l'épisode. L'état des lieux aujourd'hui, en fait, il y a un peu un truc de on voit pas. On fait comme s'il y avait rien et comme si on était inclusif avec tout le monde, alors que pas du tout. J'ai pris conscience aussi que j'étais la seule performeuse handicapée à Paris qui performe, ouais. Et j'ai trouvé ça fou parce que Paris, c'est quand même une des plus grosses scènes drag. Et en fait, tout le monde se conforte un peu dans ce truc de « Ah, mais t'es la seule, c'est comme ça. » Et en fait, parce que t'es unique, etc. Alors non, en fait, je pense que c'est quand même la conséquence d'un système qui rejette activement les personnes handiques, tu vois, dans les scènes, parce que y a pas d'accessibilité, y a pas grand-chose qui est mis en place, ou très peu. Même quand c'est possible, alors parce que je comprends tout à fait que les bars, etc., tout le monde galère à avoir des salles décentes, c'est clair. Mais c'est vrai que quand il y a moyen de pouvoir accessibiliser, c'est pas vraiment fait. Et du coup, c'est vrai que moi, j'ai la chance, entre guillemets, de pouvoir être autonome et avoir des béquilles, etc., qui fait que je peux descendre les escaliers, monter sur scène, etc. Et j'ai mis du temps à comprendre aussi que, en fait... Quand on me book, on book aussi mon handicap. Et le handicap, il reste pas dans le public, il fait slide girl et tout, et il est là en mode tranquille et tout, il m'accompagne pas. Non, en fait, quand tu bookes mon handicap. Donc, en fait, forcément, tu dois adapter ton show à moi, en fait, tu vois, parce que tu as un truc c'est la différence entre équité et égalité, que je disais. Mais il y a beaucoup de tabous encore sur le handicap et sur le fait que non, mais on te traite comme tout le monde, t'es la norme. Bah non, en fait, je suis pas normale et c'est ok, je suis différente, c'est normal. Enfin, c'est ma normalité, il n'y a pas de norme, pas norme, bref. Et en fait, il faut juste, adapter quand c'est possible. Et c'est souvent possible, tu sais, des constructions de show et tout, bref. Quand c'est possible, tu adaptes à la personne qui en a besoin. Mais ça vaut pour tout. Et c'est adapté sans te mettre soit au-dessus, soit en dessous de la situation. C'est pas en faire trop. Oui. C'est pas en faire rien non plus en mode elle se débrouille. Ouais. C'est le juste milieu, en fait. Ouais, faire qu'en fait les choses soient... Essayer de faire que les choses soient simples. Ouais. Et pour ça, il faut enlever ce tabou. Il faut vraiment pas avoir peur de communiquer, je pense. Encore une fois, je pense que chacun a son avis là-dessus. Mais communiquer... pas avoir peur de demander les besoins de la personne, etc. Et ouais, mais du coup, c'est vrai qu'il y a encore du chemin. Et moi, ça me fait rire quand il y a des choses qui se disent en mode les valides entre eux, ils se serrent un peu la main en mode regardez, là, on a fait des trucs, on a rendu le show accessible ou quoi, alors que non, en fait, des fois, pas du tout. Et il y a bref. Je pense que il y a encore du chemin et la lumière, elle n'est pas assez mise dessus, tu vois. C'est pour ça aussi que j'ai décidé d'en parler, parce que en vrai, ça me saoule. Enfin, en vrai, ça me saoule. Oui, en vrai, ça me saoule parce que c'est pas aux personnes qui le vivent d'éduquer les autres, en fait. Parce que moi, des violences validistes, du coup, j'en ai vécu à pas mal de shows. Depuis que j'ai ouvert mon regard là-dessus, je vois que ça et ça me détruit, tu vois. Et en fait, c'est compliqué t'es là en mode, ok, c'était hyper dur, mais ok, maintenant il faut que... Qu'est-ce qui m'a trigger, pourquoi, machin, et après établir le truc et tout. Enfin, c'est compliqué, tu vois. C'est vraiment du travail de recenser et de prendre sur soi pour éduquer les gens valides et tout. Mais quel genre de situation, vraiment, on va dire, dans les shows? Ouais, dans les shows. C'était des moments où, en fait, soit il faut que tu prennes sur toi parce que le lieu n'est pas accessible et du coup, c'est à toi de demander, parce qu'on n'est pas venu vers moi en mode est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais qu'on mette en place, etc. En fait, il n'y avait pas la discussion qui était ouverte, donc c'était à moi de l'ouvrir. Et ça, c'est déjà un effort en plus, parce que je prends sur moi quand même et j'ai toujours peur qu'on me rejette et qu'on me dise non, nique ta race, tu vois. Non, tant pis, alors que non, en vrai, les gens vont pas dire ça, mais c'est quand même une peur. Donc il y a cet effort-là à faire.
Et puis après, c'est en fait, t'arrives au show et en fait, les choses que t'as pas demandé, c'est pas adapté pour toi. Et en fait, on se retrouve sur scène à « Ah Léana, créature, elle est pas tipsée parce qu'elle peut pas récupérer ses tips. » Et c'est pas des choses qui sont mises en place et du coup, ça crée vraiment une exclusion qui est genre visible parce que tout le monde récupère ses tips et créature, elle est pas tipsée. Et ça, c'était hyper violent, je trouve. Ou même le fait que j'étais par terre et on me relève pas. Et on me laisse me débrouiller et je suis là, purée, mais si j'avais été valide, tu m'aurais relevé, tu m'aurais dit, t'aurais pas trouvé ça normal en fait que je reste 5 minutes au sol et que les gens m'applaudissent en étant par terre, tu vois. Donc c'est des trucs comme ça où c'est clairement des exclusions indirectes mais qui rendent le truc hyper violent. Ouais. Ok. Tu vois, par exemple, toi qui customises tes béquilles, tu peux mettre un petit seau au bout. Mais il y a Coco Ricard qui avait une épuisette. C'est vrai ? Ouais, je crois. Elle avait fait ça un jour. Elle avait une épuisette comme ça. Non, mais je comprends. En fait, mais c'est là où on disait que ce sujet-là est un sujet hyper difficile parce qu'on a envie de dire, oui, alors après, tu te dis oui, voilà, moi je suis comme tout le monde, tu n'as pas besoin d'en faire plus, mais en même temps, tu te dis, c'est difficile parce que là tu te dis, est-ce que ça fait partie de la performance ? Est-ce que. Enfin, mais il faut poser les questions. Voilà, d'où le fait d'enlever le tabou sur ce sujet-là et d'en parler. Et comme ça, tu sais, en fait, moi, c'est pas à moi non plus de savoir comment se déroule le show. C'est pas mon show, je suis pas dans l'orga, tu vois. Et en fait, je suis obligée d'arriver, de savoir, de connaître le lieu, parce que déjà, quand on me book et que je connais pas le lieu, c'est chaud, parce que je suis là, ok, je sais pas mes besoins, en fait. Je sais pas, je peux pas avoir la scène, je peux pas avoir l'espace. En plus, quand j'ai des lentilles, c'est encore plus galère, donc il faut vraiment que je balise un maximum avant. Et en plus, et juste savoir à peu près, ok, le show, il va se dérouler comme ça. Ou est-ce que tu penses que tu auras besoin d'aide, machin, tu vois. Mais c'est mieux quand la personne est bien sûr un minimum éduquée, parce que du coup, tu peux à peu près repérer où est-ce que ça va être compliqué et tout, même si je comprends que, en fait, il faut s'éduquer, quoi. C'est poser des questions. Poser des questions, ouais. Sans être intrusif, mais demander comment ça se passe, machin, est-ce que tu auras besoin d'un coup de main pour, voilà. Renseignez-vous. Ouais. N'ayez pas peur. J'aurai ce post Instagram qui sera où en fait j'ai fait un post qui essaye au maximum de résumer ce qu'est le validisme, tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Donc c'est cool parce que ça va faire écho. Et puis comme ça je l'enverrai aux gens. Comme ça j'aurai pas à éduquer, tu vois, ça sera déjà fait. Je serai allez vas-y. Bon. On arrive à la fin de cette émission, c'est le moment des recommandations. Et oui. Les recommandations culturelles ou recommandations tout court. Qu'est-ce que tu as à nous recommander ? Alors. Attends, j'ai les livres en plus. Oh là là, mais... Je suis pas débutant, je suis professionnel, ok ? Voilà, je vais avoir des recommandations sur le validisme et tout pour vous instruire. Est-ce que je suis sympa comme personne ? Alors, j'ai le livre de Chair et de Fer de Charlotte Puiseux, qui est une philosophe qui a théorisé ce truc du validisme et tout, parce que le validisme, c'est inspiré des Disabilities Studies qui sont faits aux États-Unis. On n'a pas vraiment ça en France. Elle a fait tout un livre, c'est une personne qui est atteinte de myopathie. Et du coup, c'est hyper bien, c'est hyper accessible dans son écriture, malgré qu'elle soit philosophe, tu vois, théoricienne. Et elle fait partie du collectif des valideuses, qui est un collectif qui lutte contre le validisme, qui est entièrement... féministe. Ouais, féministe, et qui est queer. Et donc voilà, Charlotte Puiseux... de Chair et de Fer, aux éditions La Découverte. Elle raconte du coup son quotidien, mais ce qui est hyper intéressant, c'est qu'elle le théorise. Et du coup, elle en fait une vision beaucoup plus générale. Elle part de son point de vue précis et de son expérience pour théoriser tout un système oppressif. Trop bien. Je vais déjà, ça je prends, je me le note pour moi. Ensuite. Ok, après ça c'est pour mes... Après j'ai un compte Instagram qui s'appelle con.passion, qui est aussi un podcast. Ok, con.passion. Con.passion, okay. Compassion, j'adore. Et en fait, ce compte, il est tenu par Chiara Khan,
Ok. Et en plus, Cara Kane, Marianne Delvey et Charlotte Puiseux, du coup celle qui a écrit le livre juste avant, ont créé la Handitech. Et en fait, c'est quelque chose c'est un format qui recense des archives handicapées sur le sujet antivalidiste, etc. Ce que je trouve ouf parce qu'on a aucune représentation des personnes handicapées, à part le putain de Téléthon, pardon, merci, qui est horrible. Et puis après, on n'a aucune représentation dans les médias positive du handicap. C'est toujours misérabiliste. Je vous mets des mots-clés comme ça, vous captez à peu près et on fait une interrogation après. Oui, et puis pour être prêt pour l'interrogation, évidemment, tous les liens et tous les comptes seront disponibles sur le compte Insta et aussi sur les descriptions de la Quinterview et tout. Donc vous retrouverez tous ces liens-là déjà. Voilà. Et après, pour mes queeros designers graphiques comme moi, il y a le livre de Camille Circlude, qui est la typographie post-binaire, et qui est un essai, une sorte d'essai sur la typographie inclusive avec des caractères post-binaires, comment recréer la typographie qu'on connaît ou créer de nouveaux caractères typographiques qui soient inclusifs. C'est hyper intéressant, je trouve. Et c'est une super bonne idée. Ouais, et Camille Circlude fait partie du collectif Bye Bye Binary, qui est un collectif belge, qui a d'ailleurs une typothèque, je ne sais pas comment on dit ça, qui a un site typographique avec plein de typographies qu'on peut télécharger gratuitement, avec des caractères inclusifs. C'est hyper intéressant, j'adore. C'est très très malin. Non mais je trouve ça dingue. Ouais. Oui, en fait, comment éviter le point E, point E, point X, point machin, ouais. Mais en faire quelque chose de plus typographique, plus inclusif, plus joli, plus inclus, en fait, voilà. dans la typographie de base. Ouais. Très très bonne idée. Oh là là. Voilà. Mais plein de choses. Et du coup, évidemment, alors on en a parlé et tout, donc créature avec sur Instagram avec plein de U et tout, mais aussi Creative Mess avec un K. Aussi, qui est le compte Instagram de graphisme, d'illustration de notre ami Créature. Donc allez-y, vraiment Creative Mess comme ça se prononce. Parce que je suis pas drag queen de base, je suis graphiste, d'accord ? Ouais, ok. Donnez-moi des gigs graphistes. Professionnels. Graphiste professionnel. Créature, c'est la fin de cette émission. Je suis tellement triste là. Non mais il faut que ça s'arrête, parce que moi il faut que je monte et tout, donc faut vraiment clore tout ça. C'est la fin de cette... Bon, j'ai l'impression que ça t'a plu. Oui, c'était super. Très bien, tu recommandes ? Bien sûr. Formidable, merci Créature, et merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de la Quinterview. En attendant le prochain, si vous avez aimé, likez le podcast, abonnez-vous, en gros faites tout ce que le monde moderne a fait de vous, et à bientôt pour une prochaine Quinterview. Bye, salut. Bye, allez, on a assez parlé, j'ai plus de salive. Team. Ouais, on vous embrasse, ciao. Allez, quittez-nous. Non mais vraiment, passez à un autre podcast là. Oh là là, il va plus rien se passer après. Putain. Ah, c'est fou votre FOMO là où vous vous dites oh non, mais faut vraiment qu'on écoute au cas où ils disent un truc intéressant. Non, il se passera plus rien. Allez, salut. Bisous. I am the queen of drag.